Bonjour Laurence Benamou, Agence France Presse. J'ai une question sur ce qui se profile sur le Brexit. Est-ce que vous pensez que le plus probable est que la Grande-Bretagne puisse adopter un plan alternatif, dans la mesure où vous auriez dit pendant les discussions que l'éventualité d'un vote vous paraît avoir des chances de seulement 5%. Apparemment, la Grande-Bretagne a prévu de mettre dans des votes indicatifs cette proposition alternative. Est-ce que c'est le scénario qui vous semble se profiler? Merci. Je ne ferai pas de pari sur ce qui va se passer en Grande-Bretagne. Je pense que personne, même la veille, n'aurait parié qu'on allait retrouver une jurisprudence du début du XVIIe siècle pour pouvoir justifier d'un report qui était si inattendu sur le vote, en tout cas d'une impossibilité du vote. Il y a une échéance à venir à laquelle s'est engagée la Première ministre May. C'est un troisième vote sur l'accord qui a été négocié pendant 2 ans entre le gouvernement britannique et les 27 membres de l'Union européenne. Bon. Ça, c'est l'engagement pris, c'est ce qui nous est dû, et je crois que c'est le respect mutuel. Je ne sais pas dire le résultat de cet accord. La Première ministre May nous a dit qu'en tout cas, elle avait besoin pour cela, d'une part, que nous lui donnions un délai d'exécution supplémentaire s'il y avait un vote favorable, ce que nous avons fait le 22 mai. Et d'autre part, elle a très clairement, si je puis dire, intégré le fait que c'était la seule possibilité de mettre en œuvre ce qu'elle a négocié pendant tant et tant de mois. Et nous avons, à sa demande, formellement confirmé l'accord dit de Strasbourg entre la Première ministre May et le président Juncker. Et donc juridiquement, il a été reconnu dans le cadre de nos conclusions. Donc ça, ce sont véritablement des choses qui nous permettent de dire, voilà, tout est sur la table. Ensuite, si un tel vote ne se tenait pas ou n'était pas favorable, il appartient ensuite à la Première ministre comme aux parlementaires de proposer d'autres options. Nous avons vu des amendements qui ont été rejetés de peu, qui proposaient que le Parlement reprenne le contrôle de la négociation. Et en effet, il y a eu ensuite plusieurs options, mais sur les relations futures, mais qui n'ont pas donné lieu à une majorité. Donc je ne sais pas dire pour ma part quelle majorité positive se dégagera sur quelle option. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. La réponse à ce sujet, elle est britannique. Et nous ne voulons pas rentrer dans des spéculations sur ce point. Soit il y a un accord la semaine prochaine et on a donné une exécution jusqu'au 22 mai, soit il n'y a pas d'accord et plus rien, et ça nous conduira mécaniquement à partir du 12 avril à considérer que nous allons vers le no deal, il faudra s'y ranger, soit il y a d'autres propositions qui sont faites, mais je ne vais pas ici les commenter en n'ayant pas connaissance. President Macron, Gavin Lee at the BBC. 2 questions. First, Gavin Lee, BBC. 2 questions. D'abord, Donald Tusk s'est posé la question de savoir, pour tous ces Brexitistes qui n'avaient pas préparé les événements, quelle serait leur place en enfer. Et on a aussi comparé les événements d'un sketch de Monty Python. Alors, que pensez-vous qu'il risque de se passer, hein? Est-ce qu'on est dans une situation de grosse blague pour l'Europe? Dans votre perspective, lorsque vous vous projetez sur l'avenir, est-ce que vous pensez qu'on est en train de se montrer du doigt, de savoir qui est responsable, qui va porter le chapeau de cette responsabilité? Et tout le monde est en train de jouer pour montrer que finalement, ce n'est pas l'Europe qui est responsable. Il est clair que le peuple britannique s'est exprimé en n'ayant pas tout en tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, vous faisiez référence aux propos de Donald Tusk sur ceux qui ont beaucoup poussé au Brexit. Donc chacun d'ailleurs aura noté qu'ils ne se sont pas pressés pour le mettre en œuvre. C'est que le peuple britannique a fait un choix souverain dans le cadre d'un référendum sur la base d'une quantité considérable de mensonges. Ceux qui avaient prôné ce schéma ont disparu de la scène politique et ont laissé le soin à d'autres de le mettre en œuvre. Et nous avons aujourd'hui une vraie crise politique inédite dans nos démocraties où les dirigeants politiques, gouvernements comme représentants du peuple, ne trouvent pas la solution politique et la majorité politique pour mettre en œuvre ce que le peuple a voulu. C'est inédit. Mais ça montre quoi? Ça montre les situations d'impasse dans lesquelles nous pouvons nous trouver quand, en quelque sorte,
on met en situation de conflit la démocratie directe et la démocratie représentative, et quand on laisse la démocratie directe s'exprimer dans un jeu de mensonges et de désinformation. Et pour toutes nos démocraties, c'est véritablement une leçon à tirer de manière extrêmement concrète. Moi, je souhaite qu'on trouve une issue. C'est aussi pour cela que les règles que je me suis fixées, et ça rejoint votre deuxième question sur le blame game, elles sont assez simples. C'est de dire, premièrement, nous devons respecter le vote du peuple britannique. Je sais qu'il y a la tentation chez beaucoup de dirigeants européens de dire, au fond, on va faire comme si de rien n'était, puis on va mettre tout ça sous le tapis, on va donner des délais sur des délais, on ne le fera jamais vraiment, tout ça. On est les champions du monde pour faire ça. Ce ne sera jamais vraiment clair, mais on mettra des délais. Je pense que si on fait ça, nous nous mettons collectivement en situation de laisser certains, et partout dans nos pays, dire ces dirigeants européens vraiment, quand le peuple vote quelque chose qui ne les arrange pas, il fait tout pour ne pas l'appliquer. Et je vous parle en connaissance de cause, moi qui suis président d'un pays où le peuple s'est exprimé en 2005 et où le Parlement a fait le contraire en 2007. Et je pense que c'est une vraie faute. Je crois fortement, furieusement dans le projet européen. Il est au cœur de mon engagement politique. Mais j'ai toujours cru depuis le premier jour qu'on faisait l'Europe avec et pour les peuples, pas sans eux. Ce temps-là est terminé. Donc on doit respecter ce que le peuple britannique a choisi et décidé. Deuxièmement, on doit mettre les Britanniques en situation de clarté. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit ni d'humilier, ni d'enfermer. Mais à un moment donné, on doit se donner des délais. Et en effet, je considérais, ce qui était une option que certains avaient mis sur la table, que vouloir faire un sommet de crise la semaine prochaine était une mauvaise idée. Parce que c'est les 27 qui auraient en quelque sorte pris la responsabilité, après, dans ce cas de vote négatif britannique, et quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, de dire soit no deal, et tout le monde aurait dit c'est donc vous, soit à nouveau prolongation, et alors là les gens auraient dit ils viennent de voter non, on donne des prolongations, avec une incertitude qui restait, la possibilité pour les Britanniques d'encore organiser des élections européennes. C'est pourquoi ce que nous avons proposé hier, c'est de dire prenons 2 dates claires. Le 12 avril, c'est la date limite à laquelle les Britanniques peuvent organiser une élection européenne. Et donc, en quelque sorte, ce scénario sera purgé à ce moment-là. Il ne peut plus y avoir d'ambiguïté. Et donc, soit il y a un accord qui est trouvé, soit il y a une autre proposition, et à ce moment-là, la question est encore ouverte et la décision peut être prise sur l'organisation de ces élections et la participation des Britanniques, soit à ce moment-là, eh bien très clairement, il n'y aura de toute façon plus de participation aux élections. Et puis le 22, parce que c'est la date limite avant le début du vote, et qu'il fallait une grande clarté vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis du droit, pour que, en cas là aussi d'absence d'accord, on ait tout qui soit terminé. Voilà. Donc, l'idée n'est pas simplement qui prend en quelque sorte le point ou qui a le blâme ou la responsabilité de sortir. Il y a un vote qui a été exercé, il y a une solution à trouver. On a apporté notre part de solution. C'est maintenant aux Britanniques de le faire. Et je le dis avec grand respect pour le peuple britannique, comme pour les parlementaires, comme les gouvernants. Mais il faut de la clarté. Et il faut protéger chacun. Et moi, ce qui a présidé à cela, c'est le respect du peuple britannique, mais aussi le respect du projet européen que je ne veux pas fragiliser par l'incertitude. Béatrice Adjage, RTL. J'ai 2 questions, Monsieur le Président. Vous avez parlé des mensonges de la campagne britannique. Là, en cas de no deal, vous auriez envie de dire quoi aux Brexiteurs qui auront à renégocier les traités commerciaux avec les présidents Trump et Xi Jinping? Good luck. Deuxième question. Vous avez dans une tribune présenté vos idées. Qui va les porter pendant la campagne des Européennes? Madame Nathalie Loiseau, et qui la remplacera? Merci beaucoup. C'est une question quand même. Alors, d'abord, malheureusement, en cas de no deal, c'est le peuple britannique qui sera le premier concerné. Certains des Brexiteurs dont nous parlons seront pour certains loin, et la plupart d'entre eux seront bien protégés. Eux, parce qu'ils sont installés dans la vie. Et donc les premières victimes, ce sont ceux qui auront les conséquences négatives d'une sortie non coordonnée du marché européen, de la crise économique et des impacts économiques chiffrés maintenant un peu partout que cela aura. Ce n'est pas ceux qui l'ont prôné, c'est ceux qui vont le subir. Ensuite, encore une fois,
le peuple britannique est un peuple ami. Et donc moi, je ne me réjouis pas des difficultés qui peuvent advenir. Nous continuerons à avoir avec le Royaume-Uni un lien fort, pas seulement historique, mais en matière économique, en matière de défense, en matière stratégique, sur les sujets migratoires. Et donc j'ai à cœur qu'il puisse réussir dans cette page qui s'ouvrira. Donc je ne me réjouis en rien de cela, mais j'espère que beaucoup de l'autre côté du Channel dénonceront le cynisme qui a pu présider il y a 3 ans au vote et la grande différence entre la réalité qu'ils auront peut-être à vivre et ce qu'on leur avait promis. C'est ça ce qu'on constate. Vous savez, on avait dit aux citoyens, ce sera facile. Regardez la situation. Ce sera rapide. Bravo. On va gagner des dizaines de milliards de pounds. La facture est présentée et elle est connue. Elle est dans l'autre sens. Et on sera beaucoup plus fort après. Trouvez-moi l'expert qui le dit. C'est terrible. Et donc il y a eu beaucoup de mensonges. Sur votre deuxième question, de là où je suis, mon rôle, il est de proposer. Je l'ai fait à la Sorbonne, il y a plus d'1 an et demi. Je l'ai refait dans une tribune adressée à tous les Européens parce que je considère que ces élections sont un moment important et grave. Et je continuerai dans les prochaines semaines d'ailleurs à porter cette vision et essayer de rassembler autour de celle-ci. Et puis, c'est de porter cette même vision, cette même cohérence dans les conseils européens en tant que président. Mon rôle n'est pas de m'immiscer ou en quelque sorte de me substituer aux partis politiques et de vous révéler ce qui sera de leurs décisions dans les prochains jours et prochaines semaines. Vous avez évoqué Nathalie Loiseau, elle est ministre en charge des Affaires européennes, elle m'accompagne lors de ce sommet. Et donc les choses se feront dans le temps voulu et seront dites par les personnes compétentes. Qui sait, vous savez, on vit dans un tel monde. Jean Quatremer, du journal Libération. Pour revenir sur la Chine, vous avez évacué un peu rapidement les divisions européennes. Vous les avez évoquées. Non, je les ai évoquées. Vous les avez évoquées, mais un peu évacuées. Donc je voulais savoir quel était le degré justement des divisions après ce sommet. Vous avez l'impression, par exemple, notamment que les pays qui font partie du groupe 16+1 se sont ralliés à votre vision de nos rapports, les rapports qu'on doit avoir avec la Chine. Quelle était la réalité du soutien au texte de la Commission sur l'ouverture des marchés étrangers, donc de chinois en l'occurrence, et est-ce que vous avez défendu votre idée de préférence communautaire qui est quand même, je dirais, moins hypocrite que la version de la Commission où on affirme clairement qu'effectivement pour les marchés publics les entreprises européennes doivent être préférées aux entreprises non européennes? Merci. Alors, il y a clairement des divergences de vues qui existent encore parce qu'il y a des très grandes différences de situation d'où nous venons. Et donc je voulais d'abord insister sur le fait que tout le monde a endossé le texte de la Commission et a considéré que c'était un bon texte et tout le monde s'est rallié sur la nécessité d'avoir maintenant une vision commune. Sur les 16+1, j'ai eu l'occasion moi-même de dire que je pensais que ça n'était pas une bonne méthode parce qu'elle manifestait notre division et elle manifestait le projet chinois de ne traiter qu'une partie d'entre nous, ceux avec lesquels la discussion serait plus facile. De la même manière, je pense que ce n'est pas une bonne méthode de discuter de manière bilatérale des textes d'accord sur les nouvelles routes de la soie. Ce que nous ne ferons pas. Je note néanmoins des avancées, et pour répondre très précisément à votre point sur les 16+1, c'est que le sommet de l'Union européenne avec la Chine se tiendra juste avant le sommet entre la Chine et les 16+1. Et il y a eu un engagement de la part de ces 16 États membres que les conclusions, ce qu'ils discuteront avec la Chine, sera compatible avec le cadre et les lignes qui seront décidées au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est une vraie première, et ça montre que, en quelque sorte, il y a malgré tout maintenant une approche d'ensemble et que c'est l'Union européenne qui cadre les discussions et qu'ensuite ce groupe plus avancé s'inscrit néanmoins dans ce cadre. Et ça a été clarifié par plusieurs premiers ministres tout particulièrement concernés par ce groupe des 16+1. Ensuite, ce qui est vrai, plusieurs l'ont rappelé, ils sont très dépendants des investissements étrangers et leur économie ces dernières années s'est beaucoup ouverte à la Chine. Et parfois, sans doute, les grandes entreprises et les investisseurs européens n'ont pas été assez présents dans ces pays.
Et donc nous devons nous-mêmes regarder notre propre cohérence. Je l'ai moi-même dit, d'ailleurs, pour ce qui concerne en particulier certains pays du sud de l'Europe. Nous avons une responsabilité politique dans la situation actuelle. Quand je regarde comment nous avons géré la crise de 2008-2010, nous avons mis certains pays de l'Europe du Sud sous pression budgétaire, nous les avons forcés à faire des privatisations et nous les avons mis dans des situations où il n'y avait quasiment aucune concurrence européenne. Et donc les seuls investisseurs qui prenaient leurs actifs étaient des investisseurs chinois. Et donc nous avons nous-mêmes créé des situations où, sur des actifs stratégiques d'infrastructures et de réseaux, eh bien, ce sont les investissements chinois qui ont repris. Je pense que c'était une erreur stratégique. Et je vous livre ma conviction sur ce point. La relation entre l'Union européenne et la Chine ne doit pas être avant tout une relation commerciale, elle doit avant tout être une relation politique et géostratégique. Le commerce est un des aspects. Mais si nous construisons de proche en proche une dépendance géopolitique ou stratégique, nous comprendrons rapidement les conséquences que ça peut avoir. Et nous serons perdants sur les deux points. Sur ensuite le texte de la Commission, je vous ai dit qu'il y avait eu une vraie avancée et une vraie convergence. Enfin, j'ai en effet de la constance, donc je préfère, si je puis dire, la notion de préférence communautaire que j'ai défendue et proposée à plusieurs reprises. Elle n'est pas aujourd'hui majoritaire. Et donc, au moins, le texte de la Commission fait-il plus consensus, mais je poursuivrai ce travail pour continuer à avancer sur ce point, parce que je pense que nous nous trompons. Parce que je pense que tant que l'Europe ne considérera pas qu'elle doit avoir un vrai système de préférence en son sein, et qu'elle est en quelque sorte un espace totalement ouvert, sans distinction, et qu'elle se pense comme un marché sans projet, ou un marché sans logique de puissance ou de préférence, eh bien, elle parle une langue que plus personne dans le monde ne parle. Ça n'empêche pas les logiques de coopération. Ça n'empêche pas de croire à la politique commerciale et au multilatéralisme, c'est mon cas. Mais ça permet simplement de sortir d'une logique de naïveté dans laquelle nous sommes. Nous sommes aujourd'hui le seul espace économique intégré de cette taille qui applique des règles aussi naïves. Il faut donc en sortir. On le fait, mais à pas encore trop lent et trop timoré. Oui, Catherine Châtignon, Les Échos. Je voulais savoir comment vous aviez réagi à l'annonce de la mise à l'écart de Viktor Orban du PPE. Est-ce que vous avez été satisfait puisque vous demandiez une certaine cohérence de la part du PPE, ou au contraire, est-ce que vous êtes embarrassé parce que désormais le PPE est davantage uni? Écoutez, d'abord, je ne suis pas membre du PPE, comme vous le savez, donc je ne demandais rien. Mais moi, je suis plutôt pour la clarté. Je n'ai pas trouvé que c'était très clair. Parce que je n'ai pas bien compris pour ma part si les parlementaires de Viktor Orban lors des prochaines élections siégeront dans le PPE ou pas. Moi j'ai compris qu'ils siégeraient au PPE. Donc j'ai compris qu'en fait c'était pas vraiment une décision et que c'était pas vraiment clair. Donc en fait j'ai compris que rien ne changeait. Donc c'est sans doute une bonne nouvelle et pour le PPE et pour Viktor Orban. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle pour le projet européen, sa cohérence et la clarté des idées. Parce que je pense qu'il y a des idées qui sont... On peut discuter. Moi, j'ai une très bonne relation personnelle avec Viktor Orban. Mais je pense qu'à un moment donné, sur les sujets, il faut être clair et il y a des choses qui sont incompatibles. Voilà. Et donc, je dirais que cette décision, elle ressemble furieusement à toutes les décisions déjà prises en la matière depuis tant et tant d'années, c'est-à-dire de privilégier la logique de clan à la force des idées. J'ai une pensée toute particulière pour Jean-Claude Juncker et tous les membres du PPE qui se sont sentis insultés et qui avaient demandé quelque chose de clair. C'est eux qui ont perdu ce vote. Bonjour Monsieur le Président, Loïc Signor pour CNews. Hier, le Sénat a transmis les dossiers de 3 de vos plus proches collaborateurs à la justice et certains de vos proches, certains de vos soutiens ont dénoncé un procès politique qui vise à vous atteindre, vous, le chef de l'État. Est-ce que vous partagez cet avis et est-ce que la question que vous posiez aux Français au début du grand débat national sur l'avenir du Sénat est-elle devenue aujourd'hui à vos yeux prioritaire? Merci. Vous savez que je suis attaché à ce que, lorsque je suis hors de nos frontières, je ne m'exprime pas sur des sujets nationaux, sauf exception et justification toute particulière, mais a fortiori, lorsqu'il s'agit de démarches politiques, je n'ai pas de commentaire à faire
c'est la vie politique française, ça n'est pas mon rôle de la commenter. Dans le moment que vit notre pays, je pense qu'il faut l'esprit de rassemblement et la bonne hauteur pour chacun. Nous devons être chacune et chacun à la bonne hauteur que nous donne l'histoire du pays, nos institutions. Ne perdons jamais ça de vue. Président Richard Verly du quotidien suisse Le Temps. En Europe, il y a des pays tiers qui négocient depuis longtemps et avec un certain succès bilatéralement avec l'Union européenne. Si le Royaume-Uni devait se trouver dans ce cas, en cas de no deal, qui donnera le top départ des futures négociations bilatérales? Quel sera le mode d'emploi pour renégocier une relation? Écoutez, je ne veux pas aujourd'hui ouvrir la boîte de Pandore des spéculations. D'abord, ce ne serait pas respectueux vis-à-vis du Parlement britannique et du peuple britannique. Et ça nous placerait dans une situation où on multiplie encore le nombre d'inconnus alors que notre discussion l'a montré, elles sont déjà nombreuses. Je serais attaché pour ma part à ce que sur ce sujet aussi nous restions groupés. L'Union européenne est forte quand elle est ensemble. Nous l'avons montré sur la discussion de la mise en œuvre de la sortie. Beaucoup parié sur la division des Européens. En disant, ça va être terrible pour l'Europe parce qu'ils vont se diviser à 27 et on arrivera à trouver une bonne solution pour nous. Nous en sommes là aussi parce que l'Europe a été unie. Et donc sur la relation future, vous l'avez très bien dit, nous savons, ce matin on a fêté les 25 ans de l'espace économique européen. C'était un très beau moment d'unité, de consolidation et d'avenir. Mais on le négocie ensemble, on le discute ensemble. On a des relations particulières avec la Norvège, on a des traités commerciaux avec d'autres. On le fait ensemble. Et donc, au bon moment, on fera ensemble ce qui est bon de part et d'autre. Je prendrai encore 2 questions. Béatrice Rios, Euractiv. Vous n'avez pas parlé des relations commerciales avec les États-Unis, qui étaient aussi dans les conclusions. Quelle est la position de la France par rapport au mandat des négociations avec les relations avec les États-Unis? Merci. Notre position est claire. Premier point, il y avait un mandat dit TTIP, ce mandat est obsolète. Deuxième point, il y a eu des échanges qui ont donné lieu à un accord entre le président Juncker et le président Trump le 25 juillet 2018 qui exclut l'agriculture et qui dit on va parler de tarifs sur le sujet industriel. Et si nous devions avancer, moi j'ai toujours été clair, nous ne pourrions le faire qu'en ayant des garanties. La première, en termes d'environnement. Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on ait de nouveaux accords commerciaux, quelle qu'en soit la forme, avec qui que ce soit, si on le fait avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes exigences climatiques que nous, parce que ce serait à ce moment-là de la concurrence déloyale pour nos entreprises, nos agriculteurs, toutes celles et ceux à qui on impose ces normes. Et la deuxième chose, c'est la réciprocité en termes d'ouverture des marchés publics. On en a encore parlé aujourd'hui. Donc voilà ma position, une fois encore très clairement renouvelée. Mathieu Coach, BFM TV, une question sur la France mais qui n'est pas politique. Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle exact des militaires de la mission Sentinelle qui seront déployés demain lors des manifestations, notamment en cas de contact avec des manifestants, ce qu'on ne peut pas exclure parce que les parcours ne sont pas connus à l'avance. Le gouverneur militaire de Paris a-t-il raison quand il dit que ces soldats pourront ouvrir le feu dans des situations particulières de légitime défense? Je vous remercie. Non, sur ce sujet, là, il faut que tout le monde garde beaucoup de calme. Et j'ai vu beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'approximations et beaucoup de faux débats. Bon, je l'ai dit et je le redis, ce qui s'est passé samedi dernier sur les Champs-Élysées est inacceptable. Une réponse y a été apportée en termes d'organisation, de maintien de l'ordre par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui a été décidé ensuite, dans le même temps, pour ce qui concerne nos militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, c'est exactement la même chose que ce qui avait été décidé au mois de décembre et à plusieurs reprises par le passé. C'est-à-dire faire appel aux militaires de l'opération Sentinelle pour ce qui est leur mission. La lutte contre le terrorisme et protéger des sites sensibles pour pouvoir décharger les policiers et les gendarmes de ces missions. Mais en aucun cas
l'armée dans notre pays est en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. C'est un faux débat absolu. Ça n'a jamais été le cas ces dernières années et ça ne sera pas davantage le cas. Et donc ceux qui jouent à se faire peur ou à faire peur à certains ont tort. Voilà. Donc les militaires font ce qui est leur tâche, leur mission dans le cadre de l'opération Sentinelle. Nous les avons simplement davantage mobilisés, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, pour davantage dégager les policiers et les gendarmes. Les policiers et les gendarmes seront, eux, affectés aux tâches de maintien de l'ordre pour accompagner, quand il y a, et il y en aura quelques-unes, des manifestations légalement déclarées, et pour empêcher, là où c'est interdit, les rassemblements, les volontés d'émeute et les casseurs. Voilà les choses, elles sont ainsi bien réparties et elles resteront ainsi réparties. Donc voilà, pas de faux messages et pas de fausses inquiétudes sur ce sujet. Allez, une dernière. Bonjour, vous avez rencontré aujourd'hui le Premier ministre italien Conte. Est-ce que vous avez parlé aussi de la tour en Lyon et des autres sujets? Je voudrais savoir, après la rencontre, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous avez dit aussi. Mais nous avons couvert beaucoup de sujets. Nous sommes vus rapidement avant le début du Conseil ce matin. Sur le Lyon-Turin, il m'a fait part des interrogations italiennes et du rapport qui a été rendu sur le sujet des coûts et bénéfices. J'ai rappelé au président Conte que nous avons d'abord un accord intergouvernemental, il y a des textes internationaux, il y a des engagements qui nous lient, qui lient l'Union européenne. Bon. Et donc de cela, nous ne pouvons faire fi. Et ensuite, je lui ai dit que la ministre des Transports était tout à fait disponible pour avoir un échange avec son homologue et pouvoir prendre connaissance du rapport italien et des interrogations qui étaient portées. Voilà, donc il y aura un échange entre les ministres des Transports. Sur les autres sujets, nous avons parlé de l'Europe. Sur ce point, j'ai noté le soutien qu'a apporté le président Conte à plusieurs propositions, en particulier l'idée d'aller vers un salaire minimum dans tous les pays européens et d'aller vers une convergence sociale. Et donc, nous avons la volonté sur quelques sujets essentiels d'essayer de converger, parce qu'il est important qu'il puisse y avoir là aussi une convergence de vue claire en vue du prochain mandat de la Commission et du Parlement. Et puis nous avons aussi échangé sur les situations internationales, évidemment les visites de la Chine que nous aurons l'un et l'autre. Et donc j'ai pu lui expliquer comment je voyais les choses sur ce sujet avant notre discussion collective. Et sur la Libye, où nous travaillons ensemble pour en particulier aider le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à obtenir un accord et à finaliser celui-ci dans les prochaines semaines. Et le plus rapidement possible. Et donc sur ce point, je crois que nous avons une vraie communauté de vues, parce qu'il y a eu un très gros travail en commun. Voilà. Je vais maintenant repartir sur Paris en vous remerciant pour votre attention. À bientôt.